C'est l'histoire d'une bataille judiciaire entre une association de protection de l'environnement qui fait tout pour faire respecter la loi et un berger épris de grands espaces et de liberté. La protection de ce paysage somptueux les réunit et pourtant tout les oppose. C'est une affaire qui traîne depuis 20 ans dans le paysage local. C'est quand il a commencé à construire sa bergerie sans permis que les ennuis ont commencé. L'histoire d'un berger aussi buté qu'un bélier, un berger hors la loi. Évidemment, il est hors la loi. C'est pas l'association qui le dit, c'est les tribunaux qui l'ont dit. Et les tribunaux sont appuyés sur la loi littorale. Les tribunaux confirment ce que dit la loi. La messe est dite. On va sauver ton bébé. Depuis 15 ans, cet homme et ses bêtes sont embourbés dans un conflit qui les dépasse. Lorsque on a vu que d'un seul coup François était attaqué pour une bergerie en bois, parce que là on est dans les trois petits cochons et le loup hein, qui vient détruire, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe à Genêt? Allez, viens bébé. Un combat où citoyens, élus, fonctionnaires remettent en question des décisions de justice. En tant que maire, je fais le constat que nous sommes dans une situation complètement ubuesque. Où deux visions de l'écologie s'affrontent, une écologie dictée par la loi contre une écologie de terrain. Au moment où la grande majorité des bergeries a disparu, cette bergerie, ça fait mal aux tripes de savoir qu'elle doit disparaître. Un duel pour une bergerie à la vie et à la mort. Aujourd'hui, ce garçon paye très cher. Il a failli le payer de sa vie. C'est comme si on mettait à mort un homme, et c'est quelque chose de profondément injuste. Le paysan est un de nos héros modernes. Le héros de cette histoire, ou plutôt l'anti-héros, c'est lui. Je m'appelle François Serbonnet, j'habite ici depuis plus de 30 ans. Je suis berger de l'abbé depuis plus de 20 ans. C'est magique, l'abbé. On a une merveille au milieu, un joyau, le Mont Saint-Michel. Et autour, on a d'autres merveilles qui font partie du patrimoine aussi. Les herbus, les prés salés et les agneaux de prés salés. Doucement. Venez, venez, venez. Come on. Voilà, il faut que toute la baie, il faut la sauvegarder pendant le plus longtemps possible. Et les moutons et les bergers en font partie. Pour François, humains, animaux et végétaux ne sont pas des entités séparées. Nous appartenons tous au même écosystème à protéger. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt un contemplatif, moi. J'étais bien dans la baie, à m'extasier de pas grand-chose. Et il manquait quelque chose sur cette prairie, c'est des animaux pour l'entretenir. Moi, j'ai plutôt fait du pastoralisme pour entretenir, au départ, cette baie que j'aime tant. Quand je suis arrivé, l'herbu était beaucoup plus petit. Il faisait à peu près la moitié de celui-là. Donc l'ensablement fait que les niveaux montaient. C'était juste des nids à marécages, à moustiques. Et c'était pas voilà, un herbu entretenu comme ça qui laisse respirer et s'exprimer les autres formes de végétation ou de vie animale. Je regarde mes animaux faire et j'apprends beaucoup d'eux. C'est pas à moi de leur imposer un rythme journalier, ils ont le leur. Ils mangent pas les mêmes plantes, ils n'ont pas les mêmes horaires en fonction des saisons. Poppy, go left. La vie d'un berger, c'est une cohabitation permanente avec son troupeau. Moi, j'ai des animaux, j'ai un devoir de paternité envers mes animaux. Un devoir de paternité, c'est qu'on doit les considérer comme ses enfants et les assister toute leur vie. S'ils ont froid, faim, c'est à nous de gérer notre troupeau. Le troupeau, il dépend de nous. Stop.
Je suis leur papa. Moi, je pense que voilà, c'est mes moutons, c'est ma famille. Hein. Famille mouton. C'est mon cheptel, mes ouailles. Je suis le pasteur. Voilà, c'est la petite paroisse, ma chapelle ici, la bergerie. Et l'objet du litige, c'est cette bergerie, justement. Viens, ma copine. Viens. Et bon, ben voilà, les écolos, soi-disant, je pense que je suis plus écologiste qu'eux, mais eh ben, ils vont le détruire, le pastoralisme. Faire détruire la bergerie du vilain berger. Ses adversaires depuis 15 ans, Manche Nature, une association environnementale affiliée à France Nature Environnement. 300 bénévoles sur le département et 9 membres du bureau qui ont systématiquement refusé nos demandes d'interview. Monsieur, la réponse reste la même. La chose est jugée et nous n'avons pas l'intention de la commenter tant que la décision n'est pas appliquée. Tant que la bergerie n'est pas détruite, Manche Nature refuse de s'exprimer. Alors afin de comprendre les motivations de l'association, nous avons retrouvé son ancien secrétaire. Entre 2012 et 2022, Joël Belenfant était membre du bureau, là où toutes les décisions sont prises. Si aujourd'hui il a quitté l'association pour des raisons personnelles, il a défendu durant 10 ans la position de Manche Nature dans ce qu'elle appelle l'affaire de la bergerie de Genêt. Il voulait faire sa bergerie là parce que ça l'arrangeait, parce que c'était proche des herbus. Mais bon, là n'est pas la question. La question de base, il faut toujours revenir à la source. La source, c'est est-ce qu'on respecte ou pas la loi littorale? Est-ce que c'est possible ou pas en vertu de la loi littorale et de la réglementation qui concerne les espaces remarquables? La réponse, juridiquement, elle est non. Le cœur du problème est là. François, le berger poète, a construit sans permis sa bergerie sur la baie du Mont-Saint-Michel. Or, cette baie est protégée de l'urbanisation par la loi littorale, votée en 1986 à l'unanimité. Cette loi s'applique sur toutes les côtes françaises et interdit toute construction ou installation à moins de 100 mètres de la mer. L'Herbu étant considéré comme un espace maritime, la bergerie, construite en 2009 à environ 100 mètres, est en limite de zone. Mais surtout, la baie est classée espace remarquable. Donc depuis 2006, les nouvelles constructions doivent être légères et temporaires. C'est pas une petite bergerie, 1000 mètres carrés quoi, quasiment, dans un espace remarquable du littoral où toute construction est interdite. Donc manifestement, il y a un problème quoi. L'action judiciaire, bien évidemment, il faut la lancer. L'association a toujours été vigilante. Et pour préserver la faune et la flore, son arme, c'est le droit de l'environnement. Créée par un professeur de droit, Manche Nature est l'une des seules associations de la région à employer une juriste à plein temps. Elle revendique plus de 150 actions judiciaires en 20 ans. Une stratégie payante. En 2016, par exemple, Manche Nature attaque une autorisation préfectorale afin de sauver les saumons de la Vire. En 2017, elle se bat encore contre le préfet pour éviter que des goélands argentés soient tués. Il faut savoir que même en cas de victoire, un combat juridique par une association, ça a un coût. D'abord, le combat juridique, il faut déjà payer la juriste. On a parfois des succès importants parce qu'on effectue un travail conséquent. Ça aide beaucoup pour monter les dossiers, les recours, les machins et tout ça. Et quand on arrive autour de la table en commission, contrairement à d'autres, on a regardé les dossiers. On sait de quoi on parle. Voilà. Pour ces protecteurs de la nature, tenaces, rigoureux et légalistes, aucun passe-droit n'est acceptable. Au départ, on comprend que vis-à-vis de sa famille,
Beaucoup d'anciens élus l'ont soutenu parce que fils d'une famille de notables locales, sauf qu'ils ont tous oublié qu'il y avait un problème avec le littoral. Et cette espèce de déni d'existence de texte qui fait que pour les structures associatives, ça devient agaçant quoi, comme genre de comportement. D'un côté, une association qui protège la baie avec des textes de loi. De l'autre, un berger qui protège la même baie avec ses moutons. Comment en sont-ils arrivés à s'opposer? Pour comprendre, il faut revenir aux sources du conflit, la bergerie, et creuser l'engagement de François pour ses moutons. Ouais. François Serbonnet, déjà Serbonnet, ici dans la région, c'est un nom qui est connu parce qu'à Avranches, c'était un magasin, une droguerie qui a ouvert en 1905. La droguerie maintenant est devenue un grand magasin. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille connue, bourgeoise. François Serbonnet, c'est un peu l'électron libre, un petit peu de la famille, un peu le marginal si j'ose dire. Sage comme une mage. J'étais à l'école chez les bonnes sœurs. À l'école, j'étais timide et réservé et studieux. Comme il était très intelligent, je pense qu'il aurait pu faire des grandes études, mais ça ne lui convenait pas, hein. Il avait besoin de nature. François est venu habiter chez sa grand-mère, à Saint-Léonard. Il y avait une petite bergerie, puisque c'était vraiment au bord des grèves. Et donc, il a commencé à élever des moutons. Il devait avoir une vingtaine d'années. Donc, il est devenu berger. Il a fait une formation, bien sûr, pour ça. Et disons que le métier de berger lui convenait tout à fait. Et les animaux, la nature, être chez sa grand-mère aussi. Il adorait cette maison qu'il habite maintenant. Et de mouton en mouton, eh bien, il a évolué dans son cheptel. Il a cherché des terrains pour construire une bergerie plus conséquente, évidemment. Le maire de Genêt de l'époque, qui était Alain Lalisse, lui a dit écoute, au Manet, il y a des terrains à vendre. Achète un terrain au Manet qui est du côté de Genêt, c'est juste à côté de l'Herbu, et là, tu pourras faire tes moutons de pré-salé. Ce qui semblait logique. Moi, j'étais à l'époque deuxième adjointe du maire. L'arrivée de François, c'était revivre ce qu'avaient fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Et quand François a eu ce projet, il avait vraiment le soutien de la population, des habitants, des politiques aussi, puisque voilà, tout le monde était favorable à cette installation. Malgré l'engouement des élus locaux pour l'installation d'une bergerie, entre 2004 et 2006, François se voit refuser 4 permis de construire. Alors au départ, comme je n'avais pas pu avoir de permis de construire, parce que le littoral ne le permettait pas, j'avais construit des tunnels de maraîchers. C'est des petites serres qui faisaient 2,50 m de haut, 7 mètres de large. Ah ben voilà, le premier tunnel. Donc j'avais fait 8 serres comme ça, où je mettais 50 brebis sous chaque, puisqu'il faut au minimum 2 mètres carrés par brebis. C'était pas très pratique pour moi parce que le tracteur pouvait pas rentrer. Je vous dis, il fallait tout faire à la main sous le tunnel, voûter comme ça. Et pas d'électricité, c'est groupe électrogène. Pour l'eau, j'avais fait un château d'eau avec une pompe. Mais j'ai vu que les agneaux se plaisaient bien avec la lumière du jour. C'était route. C'était des bonnes années, mais malheureusement, au bout de 3 ans, les gendarmes sont venus, ils m'ont dit que j'avais pas le droit même de mettre des serres comme ça, qui étaient complètement démontables. Donc il a fallu que je les détruise, et là, je me suis retrouvé pendant 1 année sans aucun bâtiment pour mes moutons. Et là, j'ai eu beaucoup de pertes, forcément. Donc j'ai eu plus de 50% de mes agneaux sont morts en cette période-là. Morts parce qu'ils n'ont pas pu être isolés avec leur maman, ou morts parce qu'il faisait en plus très froid, il neigeait cette année-là. Plus jamais ça, un agnelage d'un gros troupeau sans bergerie, c'est pas possible, c'est pas dans le bien-être animal. Préoccupé par le bien-être de ses moutons,
François retourne voir le maire de la commune. Alain Lalisse lui a dit, écoute, de toute façon, nous, on est OK pour la bergerie. Commence la bergerie, la procédure est très longue. Donc, voilà, entre nous, et François a décidé de construire sa bergerie. Effectivement, sans permis de construire, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Privilégiant ses agneaux aux démarches administratives, François construit tout son avenir sur cette promesse orale. On a décidé de la faire en bois parce que déjà c'est un matériau noble qui vient d'un petit bois d'à côté, là au Petit Ceylan, d'une forêt certifiée renouvelable, PEFC. Et comme j'avais l'expérience avant de mes tunnels de maraîcher, que j'avais vu que quand la lumière du soleil pénétrait dans la bergerie, les agneaux poussaient comme des champignons, j'ai décidé de faire tout le toit en translucide comme ça. Donc ce qui donne une clarté, qui empêche aussi de dépenser l'électricité. Une personne, quelle qu'elle soit, qui possède un terrain, qui construit, sachant pertinemment qu'il ne peut pas le faire, qui a fait des demandes de permis, toutes refusées, s'il persévère et qu'il construit sans autorisation, il se considère au-dessus des lois. Bon, pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour ça. L'argument est imparable, la bergerie est illégale. Pour autant... À la bergerie, on ne la voit pas, elle est derrière le bosquet. Pour moi, c'est la bergerie la mieux intégrée de la baie du Mont-Saint-Michel, parce qu'on la voit nulle part. Vous savez, nous, on a vécu à Sophia-Antipolis, c'est dans le 06. Donc, on sait comment le littoral est saccagé au nom du tourisme, au nom du béton. Donc, on est forcément à 100% pour la loi littorale. Mais voilà, on a un retour d'expérience sur cette bergerie, maintenant, qui prouve qu'il n'y a aucun impact sur l'environnement. Une bergerie écologique et invisible pourrait-elle faire changer la loi? Et c'est là qu'intervient un sénateur arrangeant qui pourrait bien devenir encombrant. J'ai rencontré François Serbonnet tout simplement par un appel d'un ami de la famille et qui m'a demandé, je dirais, entre guillemets, un coup de main, parce que la problématique de la loi littorale intéresse tout l'ensemble du département de la Manche, 350 km de côte. Et là, nous avions un dossier assez emblématique. Et puis, si je puis dire, qui permettait d'affiner davantage la loi littorale. Affilié au parti Les Républicains, Jean Bizet, alors sénateur de la Manche, se saisit de l'histoire de François pour modifier la loi littorale. Vous avez la loi, vous avez l'esprit de la loi, et vous avez l'ouverture d'esprit. La loi, elle est imparfaite. En l'occurrence, là, elle est imparfaite. Bon, c'est tout, voilà, bon. Une loi, par définition, il y a des moments où il faut la faire évoluer. Moi, je suis allé jusqu'à, si je puis dire, coécrire avec des collègues une proposition de loi pour, je dirais, engager des chartes régionales de l'aménagement de la loi littorale. Parce que la loi littorale, sur les espaces remarquables, donne des ouvertures. Et le sénateur s'est engouffré dans cette ouverture pour dire que si vous avez une bergerie et vous êtes bio et AOP, normalement, vous pouvez vous installer sur les espaces remarquables. Le pouvoir du sénateur permet à François d'espérer. Son élevage coche le cahier des charges des appellations d'origine contrôlée. Donc l'AOC, sorti en 2009, et là, normalement, tous les feux étaient ouverts pour pouvoir déposer un permis de construire et de l'avoir. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il fallait que ce soit signé par le ministre, en passant d'abord par la commission des sites et de l'environnement. Donc ça a été le cas, je l'ai obtenu en 2011. Quand j'ai eu mon permis de construire, c'était très émouvant. C'est le maire de Genêt qui m'a annoncé ça alors que je faisais la fête des prés salés sur les herbus de Genêt. On avait fait un gros méchoui pour 600 personnes. Et là, le maire a demandé à prendre la parole et il a annoncé que Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement à l'époque, avait signé mon permis. Donc j'étais serein, c'est un permis signé par le ministre, on se dit qu'on est serein.
2 ans après avoir construit sa bergerie de façon illégale, le permis est régularisé a posteriori. Ce qui est consternant là-dedans, c'est aller promettre à ce garçon, en intervenant auprès du ministre ou de ceci ou de cela, qu'on va lui trouver une solution. Tous ces élus ne sont pas au courant de l'existence de cette loi. C'est quand même dommage, quoi. Et donc, continuer à faire espérer à ce garçon que ça pourrait s'arranger, qu'il fallait, bon, etc., on trouverait une solution, etc. Donc, bon, c'est affligeant, quoi. Dans quel monde on vit, là? Un monde de bisounours? Donc, bah non, c'est pas ça, quoi. La réalité, c'est pas ça, quoi. La côte de la Manche Ouest prend alors des airs de Far West. Qu'il soit signé ou non par le ministre de l'Environnement, l'association Manche Nature attaque en justice le permis délivré à François Serbonnet. Le 28 juin 2012, le tribunal administratif annule le permis de construire. Le duel vient de commencer, François est à terre. On pensait vraiment, comme disait le maire, être sur du velours, que voilà, le permis n'était pas caduc. Ben, finalement, si, il a été annulé par le tribunal administratif. C'est la commune de Genève qui a été attaquée pour mon permis de construire. C'est elle qui l'a délivré. Moi, je n'avais pas le droit de me défendre, de prendre un avocat. La commune de Genève n'a envoyé aucun avocat au tribunal administratif pour défendre le permis. Alors, un juge qui ne connaît rien, qui ne s'est pas déplacé, qui n'a pas envoyé d'expert, a fait confiance à cette association qui s'appelle Manche Nature, qui a un joli nom environnemental, en disant que c'était un bâtiment industriel et qu'on le voyait de l'air vu. Personne n'a contredit ça. Donc, bien sûr, j'ai perdu mon permis. Non, elle a été considérée comme trop grande par rapport à ce qui était possible. Il n'y avait jamais une notion d'industrie là-dedans. La loi littorale n'autorise dans les espaces remarquables aucune construction que ce soit, y compris en matière agricole. Ça peut être des petites structures très petites, mobiles, d'accueil temporaire, ce qui n'était pas le cas là, puisque la bergerie, elle fait 998 mètres carrés. Après avoir perdu en appel, François se pourvoit en cassation. Il peut ainsi continuer son activité pastorale, soutenue par une communauté de plus en plus importante. En tant qu'actrice de la protection de l'environnement, pour moi, il est très important de garder l'objet et le but recherché par une association de protection de l'environnement. François, c'est pas un promoteur immobilier, c'est un berger. C'est un gardien de la baie. Le collectif qui soutient le berger est très éclectique. Parmi les politiques, aux côtés du sénateur LR Jean Bizet, François Dufour, agriculteur affilié au parti Europe Écologie Les Verts. Il soutient François et son troupeau depuis la première heure. Pour lui, le pastoralisme est un outil au service de la biodiversité. Il se trouve qu'en 2010, je suis devenu conseiller régional, vice-président en charge de l'agriculture en Basse-Normandie. Au fil des années, on a perdu une grande partie de nos bergeries de proximité. Beaucoup d'élevages se sont éloignés des herbus et du domaine maritime. C'est pourtant une utilité publique que de maintenir ces herbus et leur entretien par les moutons. De nombreuses études le prouvent, en mangeant les herbes hautes, les moutons empêchent le sable de se fixer dans la baie. Ils luttent ainsi contre l'ensablement, plus encore, ils participent à la diversité de la flore. Donc là, ici, on a essentiellement du chien-dent sur le haut-shore, la partie haute de l'herbu, parce qu'il a été longtemps sous-pâturé, cet herbu-là. Et quand il est sous-pâturé, il n'y a que le chien-dent qui envahit tout, qui recouvre tout, qui empêche les autres plantes de pousser. Le chien-dent maritime, qu'on reconnaît parce qu'avec son petit exsudat gris, ça, et ses grandes feuilles plates. Voilà. Moi, depuis que j'ai mis les moutons, on voit que maintenant, il y a une autre végétation qui s'installe. Maintenant,
On peut trouver de la puccinelli, voilà, la petite herbe fine là, qui est là, toute ronde, toute pleine. Et là, l'herbu a gagné avec l'ensablement de la baie, ça gagne, ça prolifère avec des plantes pionnières comme la spartine. Et puis plus tard dans la saison, il va y avoir de l'aubione qui pousse, là elle n'est pas encore sortie tout à fait. Et la salicorne, la soude. Donc on voit bien que c'est un herbu qui est riche. Ça c'est bon aussi, la roche, ça se mange. Tu peux manger ça en salade ou cuit comme des épinards. On appelle ça la langue d'agneau, tu vois. C'est salé aussi, mais c'est un petit goût sucré. Des fois, je ramène un petit peu juste pour le soir, pour moi. Je ne fais pas des grosses cueillettes. J'ai mon garde-manger à disposition, donc c'est un peu quand j'ai besoin, je prélève quand c'est la saison. Dans la baie, ce berger aux pieds nus fait écho aux défenseurs du territoire. Je me bats depuis de nombreuses années contre ce qu'on appelle l'agriculture hors sol, celle qui consiste à produire des masses de viande, de porc, de lapin, de poulet confinés qui ne voient jamais le jour. Là, on est sur une agriculture dite paysanne. Quand on a un berger avec un savoir-faire aussi remarquable que celui de François Serbonnet, il n'est pas intelligible de comprendre pourquoi on le soumet à une telle épée de Damoclès. Voilà, à un moment donné, il faut être amené, à mon avis, à faire preuve de bon sens. D'autant plus que, aujourd'hui, même les associations environnementales, Manche Nature en convient, il y a, par manque d'animaux sur les herbus dans cette partie de la Manche, une prolifération, je dirais, d'herbes folles. Or, la photographie du Mont-Saint-Michel dans quelques années, s'il n'y a plus de moutons, je vois mal le Mont-Saint-Michel entouré d'herbes folles. J'ai connu Saint-Léonard, c'était vraiment pas très beau, hein. Je trouvais l'herbuste, ça faisait peur, c'était marécageux, des grandes herbes, et quand je vois aujourd'hui que c'est bien entretenu, que c'est équilibré, qu'il y a la faune, les oies bernaches reviennent se poser alors qu'elles ne venaient plus, les canards tadornes aussi, enfin, c'est bénéfique pour plein d'espèces. Et en même temps, ça fait des jolis paysages, donc je suis assez fier de ce que font mes ouailles. Avec le collectif de François, le duel devient idéologique. Quelle est la place des humains au sein du vivant? Peut-on vivre sur un territoire sans le détruire? L'homme et la nature, ici, voilà, il y a une interaction continuelle avec une adaptation de l'un et de l'autre. Et donc c'est important de préserver ça. Au-delà de la carte postale, la baie du Mont-Saint-Michel avec les moutons dans la baie, c'est extrêmement important de pouvoir préserver cette dimension patrimoniale, culturelle de la baie. Depuis le Moyen-Âge, dans la baie du Mont-Saint-Michel, les bergers et leurs troupeaux ont toujours vécu au plus près des herbus. La mairie de Genêt a conservé dans ses archives des traces de l'existence de bergeries 2 siècles auparavant. Ici, vous avez le plan cadastral napoléonien de la commune de Genêt. Donc, il date de 1827. Et sur ce plan, vous avez bien sûr les habitations et vous avez déjà à l'époque les bergeries qui étaient existantes et qui se situent vraiment le long du littoral de la commune, donc vraiment très proche de l'estran pour les besoins de l'élevage. Donc là, on ne se posait pas la question à l'époque de savoir si c'était autorisé, pas autorisé et sous quelles conditions, puisque de toute façon, c'était un besoin par rapport à l'animal et au bien-être de l'animal. Malgré ces arguments environnementaux et historiques, rien n'y fait. Le 17 octobre 2014, le Conseil d'État confirme l'illégalité de la bergerie au regard des dispositions de la loi littorale.
c'était toujours embêtant d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on a une bergerie, mais sans permis, c'est très précaire. Forcément, ça a été dans les journaux et j'ai des amis qui ont vu ça, qui se sont joints à moi, qui sont venus me voir et qui ont décidé de monter un comité de soutien. On a fait une journée porte ouverte à la bergerie, où on a eu plus d'1 millier de personnes. Le préfet était derrière moi, les élus, sénateurs, députés. Donc au bout d'un moment, je me suis habitué, on m'a dit « T'inquiète pas, on ne démolira jamais, ta bergerie. » Voilà. Et voilà, j'ai continué. Et puis ça s'est tassé, on oublie un peu parfois. François oublie, car l'illégalité est certes prononcée, mais elle n'est assortie d'aucune peine, jusqu'à ce jour fatidique. Le 30 mars 2015, je me rappelle très bien de la date, il y a Manche-Latour qui revient avec une lettre recommandée. Ils avaient 2 ans pour aller au tribunal de grande instance demander la démolition. 6 jours avant ces 2 ans-là, j'ai eu l'huissier qui est venu chez moi m'annoncer qu'il me mettait au tribunal. Et voilà, ça m'a fait partir en sucette. François nous a toujours dit si je me perds, je me pends dans ma bergerie. Il a perdu, il s'est pendu. Sa femme qui cherchait quelque chose dans la bergerie est arrivée vraiment à temps. Et je me souviens très bien, si vous voulez, l'avoir visité dès le lendemain. C'était un samedi matin à l'hôpital où j'ai vu les stigmates qui étaient les siennes. Donc je ne connais pas beaucoup de gens qui ont vu des pendus qui se sont ratés. Moi, je l'ai vu. Et je suis sévère à l'adresse des gens qui, indirectement, en sont la cause. Sévère. Voilà. Moi, je me suis rendu pour voir François, donc, qui était malheureusement en soins. Et j'ai essayé de faire de la concertation autour de moi en disant « Attention, des drames dans les campagnes, nous en avons beaucoup. C'est une situation intenable pour un agriculteur qui se retrouve seul au milieu du gué, je dirais. Il faut qu'on trouve le meilleur compromis possible. Mais lorsqu'il y a des décisions de justice, on sait que c'est pas facile. » Tout le monde le sait, la justice est aveugle, mais elle est lente aussi. Ce qui permet à François de maintenir un statu quo sans jamais appliquer l'ordre qui lui a été donné. Je m'en suis relevé, j'ai continué. Bien sûr, j'ai perdu au tribunal, mais toujours sans obligation de démolir. Juin 2017, 8 ans après la construction, le tribunal de grande instance de Coutances ordonne la démolition de la bergerie dans un délai de 2 mois. Mais soutenu par la préfecture, François continue son activité. Ils ont eu gain de cause, mais personne ne m'a donné l'ordre de démolir, parce que c'était au préfet de donner l'ordre de démolir. Il n'a pas jugé bon de donner l'ordre. Il y a même un préfet qui a fait toute une page dans la Manche Libre pour annoncer qu'il ne fallait pas détruire cette bergerie. Je ne bouge pas. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des moutons de présalé ou si on n'en veut pas. Le duel se poursuit. Pour contourner le préfet qui refuse d'exécuter la peine, Manche-Nature assigne François auprès du juge de l'exécution des peines. En 2021, François Serbonnet est condamné au paiement d'une astreinte de 150 € par jour, mais fait appel de la décision. Ce mardi 13 septembre 2022, la Cour d'appel de Caen doit rendre son verdict. Après 12 ans de procédure, c'est l'un des derniers espoirs pour le berger.
Allô? Monsieur Serbonnet? Oui. Oui, bonjour monsieur, Guignon Vasily, je suis journaliste à la rédaction de France 3 Normandie à Caen. Oui. Est-ce que vous avez eu connaissance du jugement? Non. Non? Non. Alors de ce que nous on comprend du jugement, ça serait la décision serait annulée et vous auriez 12 mois pour faire démolir la bergerie. Et passé ces 12 mois, il y aurait une astreinte financière de 50 € par jour. D'accord, merci. Au revoir. Le tribunal laisse 1 an à François Serbonnet pour détruire sa bergerie. Après cette date, il est condamné à payer une astreinte de 50 € par jour. Allez, terre. Un jugement qui ne convainc personne. Ni Manche Nature, ni Didier, ni sa femme Christiane, retraitée de l'Agence de la transition écologique. Un duel sans fin, dans lequel les deux parties adverses sont engluées. Alors un conflit de la sorte pourrait-il se régler en dehors des tribunaux? On n'est pas là pour faire la guerre, hein. On n'est pas là pour dire Manche Nature sont des méchants ou nous on est des agneaux. Non, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui se termine bien. Si ça se termine mal, on n'aura même plus de moutons. Alors donc vraiment, c'est d'une tristesse. Ce matin, on avait dit qu'on appellerait Manche Nature pour voir si on peut discuter avec eux et puis avoir un entretien. Parce qu'on ne va pas se donner rendez-vous dans 1 an, quoi. Manche Nature, nous, on n'a rien contre. Hein. On pourrait être adhérents de Manche Nature parce qu'ils sont tout à fait dans notre optique. Hein. C'est ça qui est triste, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec Manche Nature. Sur beaucoup d'actions qu'ils font, on pourrait les soutenir. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ils sont sans doute animés de bonnes intentions, mais il y a un moment donné où le radicalisme, en tout domaine, n'est pas bon. Et puis il faut se parler. Bon, écoute, moi, je tente le coup, j'appelle l'association et puis on verra bien. Oui, bonjour, c'est Christiane Aurel de la BAD, de la bergerie. J'aimerais savoir si on peut obtenir un rendez-vous pour parler de la bergerie. Ben, la présidente. Donc, on voudrait refaire le point avec Manche Nature, savoir ce qu'il en est, connaître... bref, discuter, quoi. Bah, de voir s'il peut y avoir un terrain d'entente, une négociation, j'en sais rien. En fait, je pense que là, au bout de 12 ans de procédure, à un moment donné, il faut... le délibéré étant mi-figue, mi-raisin, comme ils disent, ou moi je dirais très normand, c'est-à-dire tête ben que oui, tête ben que non, c'est peut-être à nous, les protagonistes, de trouver une solution. Oui, non, mais on va pas repartir là-dessus. C'est-à-dire que là, effectivement... Voilà, transmettez, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on veut bien, on est ouvert. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est gentil. Merci. Merci, au revoir. Ils sont toujours pareils, ils n'ont pas changé. La bergerie est illégale. Oui, c'est marqué dans tous les journaux. Oui. Donc, elle n'a pas à être là. Ah, ils sont bornés. Moi, depuis le début, j'ai voulu discuter avec Manche Nature, savoir pourquoi ils attaquaient ma bergerie. Ils ont toujours esquivé, ils n'ont jamais voulu me rencontrer. Il a toujours dit Manche Nature n'a jamais voulu me rencontrer. Sauf que les personnes qui voulaient se présenter à la bergerie faisaient demi-tour à vitesse grand V parce qu'il est pourchassé. Bon, donc c'est sûr que ça incite pas, si vous voulez, au dialogue, quoi. Et elle m'a dit, mais c'est pas le fait qu'elle embête personne, c'est le fait qu'elle soit illégale. C'est très fallacieux comme argument. Et si le théâtre de cette affaire n'était pas le Mont-Saint-Michel, mais le Sénat à Paris?
François serait-il un mouton de la farce? D'une farce qui le dépasse. La victime collatérale d'un combat politique. Je pense qu'ils se sont acharnés sur une personne qui a servi de bouc émissaire pour montrer que, effectivement, les hommes politiques pourraient faire n'importe quoi et détourner la loi. Mais c'est un autre combat. L'homme politique qui pourrait détourner la loi, c'est lui. Jean Bizet, sénateur de la Manche de 1996 à 2000. Depuis, il a quitté la politique pour rejoindre le monde des affaires. Résolument pro-OGM, il a su mettre l'ami de la science et du milieu économique. Dans la ligne de mire des associations environnementales, Greenpeace lui décerne en 2008 un prix satirique, le Monsanto d'or. En 2009, c'est Manche Nature qui lui décerne un prix poubelle. Entre le sénateur et les associations environnementales, il existe un fossé, celui des idées. La configuration de la région fait que vous ne pouvez pas avoir des bergeries très éloignées de l'eau. Et donc c'est un sujet qui était délicat, qui posait problème. En tant qu'élu, je me suis pris de passion pour cela. Mais dès que moi je me suis engagé là-dedans, j'ai été l'objet de toutes les associations environnementales, de toutes les colibés que l'on peut imaginer. Il y a des gens dans ce pays qui promeuvent des lois, qui créent des lois, et il y en a d'autres qui n'ont qu'un intérêt, c'est d'attaquer les lois. Et en plein champ de tir, un berger, François Serbonnet. Je pense qu'il s'est trouvé à un moment donné au milieu d'un combat politique. Allez, allez. Et du coup, Manche Nature a dit, bah oui, c'est le petit gosse de riche qui se fait aider par les petits copains des parents, par des politiques. Et puis ce gosse de riche, moi je l'ai entendu, hein, donc je peux le dire, on va le casser. Moi j'étais entre l'enclume et le marteau. Et en m'attaquant moi, ils attaquaient le sénateur Bizet qui malheureusement s'affichait en faveur de ma bergerie. Et bah, c'était pour m'aider, mais ça ne m'a pas aidé parce que Manche Nature a voulu tirer sur Jean Bizet. Et moi j'étais entre les deux. Et c'est moi qui ai morflé, quoi. Je l'ai dit à François, je lui ai dit, écoute, François, je sens qu'effectivement, par moment, je ne sais pas si je ne te nuis pas plutôt que je ne t'aide. Donc, je te le dis, je suis très honnête avec toi. Donc, faisons attention, parce que je ne veux pas non plus, je dirais, crisper ces gens-là. En effet, dans l'un des nombreux communiqués publiés par Manche Nature, le billet d'humeur de son président est sans équivoque. Ces puissants politiques du département, depuis une vingtaine d'années, s'associent pour nous obliger à accepter que M. Serbonnet ne respecte pas la loi, sous le simple prétexte qu'il est membre d'une famille très proche de M. Bizet, sénateur. Pour paraphraser Coluche, les bergers sont tous égaux devant la loi littorale. Tous, sauf un, M. Serbonnet, qui est plus égaux que les autres. Ça fait depuis sa promulgation que la loi littorale, elle est malmenée, mais pour l'instant, elle est toujours là, elle résiste, elle existe. Moi, j'ai toujours dit et pensé qu'il fallait, au contraire, la densifier de façon qu'elle soit le plus efficace possible. Car il y a la loi, et puis l'interprétation de la loi. Et dans cette baie du Mont-Saint-Michel, divisée par le fleuve Couesnon, avec au sud la Bretagne et au nord la Normandie, la jurisprudence n'est pas la même selon la région. Et souvent, les élus normands disaient vous avez vu, en Bretagne, c'est mieux, c'est plus souple. Et c'est vrai que la côte bretonne, de ce côté-là, est beaucoup plus, d'ailleurs, construite que chez nous. De manière assez curieuse, selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre côté du Couesnon, qui est la limite entre la Bretagne et la Normandie, eh bien, nous n'avons pas la même jurisprudence ni la même analyse par les services administratifs. Je vous donne un exemple. Dans un de mes derniers dossiers emblématiques pour Bretagne Vivante, par exemple, il s'agissait d'empêcher le stationnement des voitures sur ce qui s'appelle le domaine public maritime, dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui était en fait le lieu de départ pour les pêcheurs à pied.
En Bretagne, vous avez des autorisations d'occupation du domaine public maritime pour 86 véhicules à moteur. Toujours côté breton, un autre parking de 720 mètres carrés, situé sur le domaine public maritime, a été autorisé en 2019 par la préfecture pour accueillir les clients d'un restaurant au bord de la plage. Côté Manche, c'est totalement interdit. C'est la même baie. On est avec les mêmes enjeux de sauvegarde du patrimoine. Côté breton, vous allez avoir le Conservatoire du littoral, à Raux-sur-Coinon, qui a une bergerie bois, 900 mètres carrés, sur le rivage. Gérée par le département d'Ille-et-Vilaine, cette bergerie a été achetée par le Conservatoire du littoral en 2014 pour maintenir l'activité pastorale et la biodiversité sur les herbus avec l'éco-pâturage réalisé par les moutons. Autour d'elle, 3 autres bergeries, elles aussi proches du rivage. Pourquoi en Bretagne, ce serait autorisé? Et pourquoi, côté normand, il y aurait une autre réglementation? Car ces bergeries ont été construites il y a plusieurs générations. Elles portent d'ailleurs souvent sur elles les stigmates de l'histoire. Si vous vous promenez vous allez toute la côte vers le Mont-Saint-Michel, il y a plein d'élevages de prés-salés. On va voir des bergeries existantes avant la loi littorale qui ont été restaurées souvent avec de la tôle, des parpaings, des trucs affreux. C'est des bâtiments immenses, une moyenne de plus de 1000 brebis par exploitation. Ça, c'est permis. Voilà, la loi littorale, elle est bien pour protéger le littoral, mais des fois, il faudrait savoir pouvoir donner des permis de construire pour faire des choses mieux. Comme là, quand je vois les poteaux en béton comme ça, des lignes pas enterrées, et qu'on m'emmerde pour une bergerie qui ne se voit pas, je dis où elle est la logique? Installé dans la baie depuis maintenant 30 ans, parfaitement intégré au point d'être devenu une figure locale, le berger a même passé un CAP boucher et propose sa viande labellisée bio et AOP dans les marchés aux alentours. Dans l'agglomération, vous avez toute une réflexion sur le plan alimentaire territorial. Comment faire en sorte de rendre accessible à la population la nourriture produite sur place, pour éviter d'aller chercher l'agneau en Nouvelle-Zélande ou en Australie, alors qu'on en a dans la baie du Mont-Saint-Michel. François nourrit les habitants du territoire. Bonjour madame la cliente. Bonjour. Moi je vais prendre du foie, il y a du foie d'agneau là. Oui. Ouais, bah 2 tranches aussi. L'agneau pré-salé est excellent. Quand ils sont là, il vient tous les samedis. Ah ouais. Et consommer local, c'est pas simplement pour le consommateur, c'est aussi que les animaux retrouvent les herbus. Eux ne se délocalisent pas, comme la terre ne se délocalise pas. Moi j'aime me balader à Saint-Léonard et regarder les agneaux dans les prés. Hein. S'ils sont plus là, ça va faire quoi? Ça va faire un truc en friche et puis voilà, c'est nul. Nul. Alors 7,60. 7,60. Voilà, moi je viens là depuis 60 ans, j'ai toujours vu ça et je veux que ça reste. Voilà. On est à la fois à défendre d'une manière générale ce type d'élevage, la qualité, le bien-être de l'animal, et en même temps, la loi empêche que ce type d'exploitation puisse perdurer chez nous. Donc c'est juste là qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre tout ça. Bon bah merci, puis à samedi prochain. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Le combat dure depuis 14 ans. Il est loin d'être fini. Mais pour les deux parties, l'avenir s'annonce sombre. Maintenant, avec les nouveaux textes qui sont apparus, notamment la loi climat et résilience, on s'aperçoit qu'il va falloir passer à une vitesse supérieure parce qu'il y a toute cette partie du littoral qui va être sujet à la submersion marine de par la montée du niveau des eaux. Donc de toutes les façons, maintenir la bergerie à cet endroit-là, non seulement c'est pas autorisé maintenant, mais ça le serait encore moins dans l'avenir. Décembre 2023, les membres actuels de Manche Nature refusent toujours nos demandes d'interview et assignent à nouveau le berger au tribunal pour obtenir le versement de l'astreinte et le triplement de celle-ci. Dans son dernier communiqué, l'association s'explique.
Monsieur Serbonnet a bénéficié de plus de 11 ans pour organiser le déménagement. Non pas de son exploitation, mais de sa stabulation. Les autres bergers qui élèvent des moutons de présalé respectent les obligations liées à la loi littorale. Pourquoi pas lui? Dans l'attente de ce énième jugement, François résiste encore et toujours. C'est pas moi le plus lésé là-dedans, hein. Je vous dis, moi c'est toujours la baie, la biodiversité, les moutons de présalé. Moi, c'est moins grave qu'un cancer, hein. Je vais m'en remettre. Je ferai autre chose et un travail juste nourricier, on va dire, hein, pour 8 heures par jour, en gagnant la même chose que je gagne aujourd'hui, avec des week-ends, des vacances, lâcher prise. Parce que là, c'est 24 heures sur 24 où on pense à nos animaux, à notre métier, et puis à cette putain d'épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête. Faire casser tout ce que j'ai construit en plus de 20 ans.